Radio de la Paix, la grande interview. Brokono Bertin. Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. La grande interview avec pour invité aujourd'hui Konan Kwadio Siméon, KKS. Il est le président de IPPC, Initiative pour la paix en Côte d'Ivoire, également président de la plateforme citoyenne CNCR-PCI, Consensus national pour le changement, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Nous le recevons pour parler, comme ses fonctions l'indiquent, de réconciliation. La Côte d'Ivoire qui est à la recherche, n'est-ce pas, de la cohésion, du bon vivre ensemble. La dernière fois, je recevais un ancien ministre du président au fait qui disait du bon être ensemble. Konan Kwadio Siméon, bonjour. Bonjour. Alors, la Côte d'Ivoire sur le chemin de la réconciliation. D'abord, vous êtes président de IPPC, Initiative pour la paix en Côte d'Ivoire. Cela suppose que vous avez entrepris certaines actions. Initiative, ça suppose des actions qui se déclinent en activités. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que vous avez fait jusque-là? Bien sûr, je sais que vous posez la question, vous, Brokono Bertin, grand journaliste que nous connaissons. Merci. Pour les auditeurs. Absolument. Sinon, vous savez que depuis maintenant une vingtaine d'années, je suis même passé plusieurs fois à vos studios pour exposer les activités que nous faisons. Oui, depuis 2001, nous sommes résolument inscrits dans le schéma de la réconciliation nationale parce que très vite, nous avons aperçu clairement l'amoncellement des nuages pas trop cléments dans le ciel ivoire et nous avons donc proposé depuis 2001 le projet sur lequel nous travaillons jusqu'à aujourd'hui, le projet Pardon, Réconciliation et Paix en Côte d'Ivoire. Ça fait bien 20 ans. Et donc depuis, nous parcourons villes, hameaux, villages pour expliquer la nécessité, vous l'avez dit là, du vivre ensemble, du bien-être ensemble. Je crois que c'est le bon terme, si le ministre l'a évoqué. Je veux parler du ministre Edjampan. Edjampan. Alors, il est tout à fait indiqué à le faire cas. Ce sont ces personnalités qui ont forgé, n'est-ce pas, le peu que nous avons pu voir, ce vivre ensemble qui a valu à notre pays cet Eldorado, n'est-ce pas, que tout le monde veut bien vivre. Oui, nous sommes donc dans cette activité depuis toujours. C'est notre cheval de bataille. C'est l'objet principal de mon intrusion sur la scène et particulièrement sur la scène politique. Sinon, vous savez que je suis plutôt de la société civile. Alors, vous parlez de 2001. Donc, 2001, c'est au lendemain des élections de 2000. Vous la mettez en place, cette structure. Et puis, en 2002, il y a la rébellion, la Côte d'Ivoire avec sa partition en deux. Depuis, est-ce que les choses ont évolué selon votre entendement? Ce qui a motivé votre intrusion, comme vous le disiez, sur la scène, notamment politique, est-ce que vous avez vu les choses évoluer dans le bon sens? Hélas, je dois dire non. Et c'est la raison pour laquelle je suis passé de mon statut de membre de la société civile aujourd'hui à acteur politique. Car quand en 2001, je mettais en place cette structure, qui n'était pas encore IPPC, mais d'abord Action pour la paix, c'était dans l'optique de promouvoir tout simplement la nécessité de la réconciliation nationale. Après avoir fait pendant plus d'une décennie le tour de toutes les chapelles politiques, rencontrer tous les acteurs politiques de ce pays, et après avoir constaté que véritablement la cause n'était pas entendue d'une bonne oreille, j'ai cru devoir prendre mes responsabilités en agissant directement sur le terrain politique et espérant pouvoir faire mieux. Aujourd'hui, je dois vous dire malheureusement que de 2001 à aujourd'hui, les choses se sont plutôt empirées. Car vous savez que justement, nous sommes passés par, vous l'avez rappelé, une rébellion à une véritable guerre en 2010 avec ce que vous connaissez comme conséquence. Et aujourd'hui encore, nous en sommes malheureusement à cette situation de guéguerre permanente parce que, il faut bien se le dire, même si les canons ne tonnent pas aujourd'hui,
le calme que nous avons reste précaire, la situation reste fragile. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes engouffré dans la politique, dans le marigot politique? La société civile, c'était beaucoup plus calme. Vous auriez pu ratisser beaucoup plus large que de venir dans la politique qui est le terreau de la suspicion. Oui, justement, parce qu'il faut faire en sorte que la politique ne soit pas justement le terreau de la suspicion. La politique, à l'origine, à ce que je sache, n'est pas le terreau de la suspicion. Doit être là où se retrouvent les hommes et les femmes qui ont des idées, qui ont de la vision pour améliorer, changer qualitativement le quotidien des citoyens. Or, justement, nous nous sommes rendus compte qu'en agissant en tant que société civile, en tant qu'ONG, en tant que simple association, nous n'avions pas voix au chapitre même, n'est-ce pas? Et en me proposant comme candidat en 2010 et en 2015, j'ai dit clairement que je venais pour faire admettre le fait que nous ne pouvions plus continuer si nous n'épongions pas ces gros problèmes, ces problèmes profonds qui nous ont divisés depuis maintenant 20 ans. Et je suis arrivé, je crois, avoir fait progresser les choses parce qu'aujourd'hui, chers frères, de quoi parle-t-on dans chaque chapelle politique? Quel est le projet qui est au cœur de chaque projet de société des hommes politiques, en tout cas les plus sérieux? C'est la réconciliation nationale. C'est le pardon, la réconciliation nationale. Eh bien, c'est écrit noir sur blanc dans ce document que j'ai proposé à la République, au président de la République d'alors en 2001. C'est écrit pardon, réconciliation et paix en Côte d'Ivoire. Vous voyez l'action prémonitoire. Et je crois donc que c'est un triomphe de cette idée. Et pour le faire, il a fallu que je m'inscrive sur le terrain politique. Il a fallu que je puisse passer à la télévision nationale pour le crier et que je continue de le faire aujourd'hui. Alors, comment expliquer que tout le monde dit s'inscrire, n'est-ce pas, dans la réconciliation, et puis on a l'impression de faire du surplace, si ce n'est qu'on recule tout simplement? Vous avez tout à fait raison, parce que le thème de la réconciliation nationale et même de ce triptyque, pardon, réconciliation et paix, que j'ai proposé encore une fois il y a 20 ans, est aujourd'hui récupéré comme un slogan politique. On a l'impression que quand on est politique, il suffit de dire « nous allons faire de la réconciliation » pour être sérieux. Mais en fait, il ne faut pas que ça. Il faut que suivent les actions dans le comportement. Vous savez, le président Félix Houphouët-Boigny a dit que la paix n'était pas juste un mot, que c'était un comportement. Je veux le paraphraser en quelque sorte pour dire que la réconciliation nationale, ce n'est pas un mot, c'est un comportement, c'est des attitudes. C'est justement ces attitudes-là que nous n'avons pas. Et que nous n'avons pas, surtout, de la part de nos acteurs politiques et de nos leaders politiques. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? La politique, comme vous avez dit, c'est venir travailler, se mettre au service, n'est-ce pas, de ses concitoyens. Mais qu'est-ce qui fait que des gens qui, je dis de bonne foi, voudraient servir leur pays, se trouvent à s'entre-déchirer? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Ou si je voulais faire de la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui sous nos cieux, c'est-à-dire la politique entendue comme ruse, comme arrangement, comme machiavélisme. Souvenez-vous, le livre qui est un peu le bréviaire de ces politiciens-là, c'est le livre de Machiavel. Eh bien, ce livre-là dit qu'on peut, pourvu qu'on arrive à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, si on s'est fixé pour l'objectif de devenir quelqu'un, on passera par tous les moyens, y compris les moins recommandés. Alors, comment se décline ce devenir quelqu'un, là? Se devenir quelqu'un, c'est l'ego. En fait, votre question, pour y répondre plus franchement, pourquoi jusque-là on est à s'entre-déchirer et autres, c'est parce qu'on est dans des combats d'ego. Chacun veut prendre tout pour lui-même. Ce sont des partisans qui suivent toujours un gourou. Le problème, je le dis fondamentalement, je n'accuserai pas les hommes, les acteurs politiques. Parce que je suis convaincu que moi, KKS, qui suis en train de parler avec autant de morale, si je suis là demain, dans ce même système, je ferai peut-être pire qu'eux. Le problème, c'est le système. C'est le système politique. C'est le modèle politique que nous avons choisi, qui est un modèle qui n'est pas conforme à nos valeurs, qui n'est pas conforme à nos valeurs et principes culturels. De sorte que la politique n'est plus faite
pour le peuple. Nous ne sommes pas en démocratie en Côte d'Ivoire ni dans bien de pays africains. Et c'est là le fondamental. Bientôt, je sors un livre pour aller plus loin dans la réconciliation nationale. Parce que la réconciliation a plusieurs dimensions. Elle a une dimension aussi ontologique. Il faut se sentir soi-même libre. Elle a une dimension sociale. Il faut se réconcilier avec son frère. Elle a une dimension spirituelle. Donc une dimension verticale. Il faut se réconcilier avec Dieu. Il faut se réconcilier avec l'État. De toutes ces choses-là, il faut que nous puissions nous asseoir, définir quand on parle de réconciliation, de quoi on parle. Quand on parle de politique en Côte d'Ivoire, à quoi ça rime? Le système soi-disant démocratique, est-il vraiment démocratique pour nous? Voilà la question essentielle. Et vous savez, si vous me mettez là, je deviendrai comme ce que vous décriez parce que le contenant épouse la forme du contenu. Tant que le système reste là, nous serons encore à souffrir des affres, de ces affrontements, de ces difficultés. Voilà. Vous parlez de système, mais en dessous de tout cela, on a l'impression que la politique, plutôt, comme je dis, de se mettre au service des populations, quand on fait la politique, on travaille pour soi-même, oui, en amassant beaucoup de trésors. C'est un peu ça le problème. Exactement. C'est tout le contraire de la politique, telle que définie par les Grecs et autres à l'époque, où il y avait de la morale. La politique, on y arrive pour se mettre au service. On ne vient pas pour asservir. Or, vous savez très bien que notre système donne à ceux qui gouvernent, à ceux qui dirigent, à ceux qui sont donc à la tête de nos différentes institutions, de nos différents partis, d'être plutôt des gens qu'il faut servir. Il faut sortir de ce schéma. Alors, donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire qu'on voit la chose en termes de partage du gâteau. Mais absolument, M. Brou-Kona-Bertin, c'est ce qui est évident. Et ce n'est pas M. Kona Kwadwo-Siméon qui le dit. C'est ce qui est évident. Vous savez, moi, je me suis imposé depuis un moment un temps de silence, d'observation et de réflexion. Je l'ai fait suite au 31 octobre 2020 et à l'attitude controversée, incohérente des acteurs politiques de l'opposition. Mais à la réflexion, ils n'ont pas le choix, les pauvres. Il s'est passé une situation le 31 octobre. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais après, on leur a présenté une occasion de pouvoir partager un peu le gâteau, les élections législatives. Ils y sont allés en nous donnant toutes les raisons politiques, la réelle politique et tout. Mais la vérité, c'est que cette élection législative avait un enjeu politique, certes pour le pouvoir qui voulait légitimer son pouvoir, mais pour l'opposition, ça avait un enjeu économique. Donc le partage du gâteau. Est-ce qu'on reste ferme pour arranger la situation dans l'intérêt supérieur de la nation, ou bien est-ce qu'on s'engage dans une voie où on gagne quand même un peu? Eh bien, c'est ce choix-là que nos leaders politiques ont toujours fait. Mais encore une fois, ils n'ont pas le choix, parce que s'ils ne le font pas, eh bien, ici, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de financement public. Eh bien, s'ils n'ont pas de financement public, bon, il n'y a pas de parti politique, ainsi de suite. Il faut changer tout cela. Il faut faire en sorte que nous ne soyons plus dans un système où un homme a pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Où un homme peut s'octroyer légalement ce qu'il veut sur les deniers publics et agir. Il faut sortir de là. Il faut en revenir à la... Et c'est la solution de la réconciliation. Il faut en revenir à la démocratie. Et la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Est-ce le cas aujourd'hui? Non, M. Brou-Kona-Bertin. Je rappelle que vous êtes à la grande interview avec pour invité aujourd'hui Kona Kwadwo-Siméon, KKS. Il est le président de Initiative pour la paix en Côte d'Ivoire et de Consensus national pour le changement, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Alors, on parlait des questions d'argent. Il y a cette situation aux élections de 2015. Votre refus, n'est-ce pas, des 100 millions pour aller aux élections. Cela a posé beaucoup de questions aux Ivoiriens, peut-être même dans vos rangs. Cela a dû susciter certaines réactions. Oui, vous savez, je suis toujours heureux de m'en expliquer devant la nation à chaque fois que l'occasion m'est offerte. Parce que, en effet, il y a eu beaucoup d'incompréhension de ce geste. Heureusement, pas à mon sein. La preuve, je garde encore mes amis, mes compagnons. Oui, j'ai dû décliner l'offre
du président de la République de nous mettre à disposition 100 millions. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, en 2015, nous, candidats, avions vivement souhaité rencontrer le président de la République justement pour convenir d'un minimum consensuel pour aller à une élection libre. Le président n'a jamais accepté de nous recevoir. Entre-temps, des échanges avaient eu lieu, des lois avaient même été proposées pour le financement des candidats. C'est différent du financement des partis politiques. Toutes ces démarches n'ont pas eu d'écho favorable. Nous voici à 48 heures de la campagne présidentielle. Nous nous débrouillons comme nous pouvions pour parler à nos concitoyens. Quand un coup de fil vient nous informer que le président de la République vient de décider, de consentir, voilà le thème, offrir 100 millions pour les candidats. C'est vrai que dans mon cabinet, c'était une bouffée d'air, tout le monde a sauté au plafond et tout. Et je dis très bien. Mais la lettre que je vois n'a aucune base, n'a aucune référence à la loi. Donc moi, j'écris au président de la République pour demander la base légale de cette offre. Parce que je viens sur ce terrain-là avec des valeurs, avec des principes. Ce sont d'abord des valeurs d'intégrité. Ce sont des valeurs de respect de la chose publique. Ce sont des valeurs de transparence, d'honneur, de dignité. J'écris cette lettre, ne serait-ce que pour savoir quelle est la base légale de cette offre. Eh bien, je n'ai pas eu de réponse. Et n'ayant eu aucune réponse, ne voulant pas prendre le risque de m'inscrire dans une affaire non légale, j'ai respectueusement décliné cette offre de 100 millions. Aux grandes dames, certainement, de vos compagnons. Mes compagnons, je viens de vous le dire, m'ont soutenu et continuent de me soutenir aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que c'est pour ça que nous sommes mis ensemble. Il faut, M. Broukona-Bertin, si nous voulons évoluer, si nous voulons changer positivement notre société, il faut que des gens soient capables de refuser 100 millions quand ils ne comprennent pas, quand ils ne savent pas où cet argent a été prélevé, même quand ça vient d'un président de la République. Est-ce que c'était un financement de l'État? Je pense qu'il le faisait pour le compte de l'État, pas à titre personnel. Mais l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nos parents au village. On ne sort pas l'argent de l'État comme ça. Le président de la République n'a pas le droit de sortir l'argent de l'État comme il le veut. C'est des lois qui l'y autorisent. Il n'y avait pas de loi. Et vous savez, vous ne m'en félicitez pas assez, vous journalistes, parce qu'en 2020, à cette élection, est-ce qu'il y a eu ce financement? On n'a pas donné ce financement parce qu'on a bien compris que j'avais raison. Et comme on n'a pas voulu faire les choses, il suffisait de prendre une loi. Dans l'annexe fiscale de cette année, vous ne trouverez pas qu'il y avait 1 milliard à distribuer à des candidats. En gestion, en économie en tout cas, tout ce qui est fait en dehors de la loi, en dehors des prévisions, ça s'appelle un détournement. Que vous l'appeliez, vous l'habillez, autrement. Donc moi, seul, sur tous les candidats, je ne l'ai pas accepté. Et donc vous étiez seul contre tous. Est-ce que vous étiez seul à voir la chose de cette façon? Il y avait d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres, d'anciens présidents d'institutions, et puis des candidats lambda qui ont pris l'argent, estimant que cela faisait partie de leurs droits. Aujourd'hui, tous presque m'ont donné raison d'avoir agi ainsi. Je crois que l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Mamadou Koulibaly, s'en est expliqué il n'y a pas longtemps. Il a dit, lui qui est donc un grand professeur agrégé, n'est-ce pas, en économie, a dit que cela ne s'appelait pas autre chose qu'un détournement. Donc tous les autres ont bien vu qu'il ne fallait pas prendre. Je peux vous dire que quand je suis allé expliquer pourquoi je n'ai pas pris, tous m'ont dit, c'est toi qui as eu raison. Il y en a même à partir de là qui ont voulu remettre, qui ont voulu rembourser. Et il y en a même qui ont communiqué qu'ils ont remboursé, même si en réalité ils n'ont pas remboursé. Alors, vous parlez donc de détournement. Aujourd'hui, il y a, dans des sujets de bonne gouvernance, puisque vous parlez d'intégrité, il y a aujourd'hui cette opération, on appellerait opération main propre, par rapport aux sociétés, aux entreprises, aux grandes entreprises de l'État. Comment est-ce que vous voyez cette opération qui est en cours? C'est à souhaiter, c'est salutaire.
Mais vous savez, ce n'est pas nouveau. Il y a même l'inspection d'État, il y a des structures qui ont été régulièrement créées sous tous les gouvernements qui sont passés. Mais la vérité, c'est que la corruption reste une véritable gangrène au cœur de la société qui prend sa source au cœur même de l'administration. Donc oui, créer tout ça, c'est très bien, mais il faut l'appliquer. Il faut faire en sorte, il faut agir comme j'agis. Ça commence par la tête. Il faut déjà commencer par le respect de la loi. La corruption, la lutte commence par là. Il faut se conformer aux règles de bonne gestion. Il faut être capable de refuser des milliards quand on vous le propose. C'est une question de moralité, de moralisation, et il faut y travailler avec beaucoup plus d'intégrité. Alors, est-ce qu'une structure comme la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est sur le chemin de la mission qui lui est confiée, ou alors il y a des propositions que vous auriez pu lui faire pour améliorer peut-être son action aujourd'hui? Je vois que là, c'est d'ailleurs d'actualité que des DG sont remplacés après audit. C'est ce qu'il fallait faire. Les audits ne doivent pas manquer. Et donc, je salue cela. Maintenant, il ne faut pas que ce soit des règlements de compte. C'est pour ça que la transparence doit être de mise. C'est pour cela que les gens doivent expliquer, parce que nous sommes à une phase où nous appelons de nos voeux la réconciliation nationale. Les décisions que nous prenons aussi doivent être expliquées, pour ne pas créer d'autres frustrations, parce que quand on enlève un DG, on enlève une famille, on enlève quelquefois même une région, n'est-ce pas? Donc oui, le principe est bon, mais il ne faut pas que ce soit pour servir d'autres intérêts. Il ne faut pas que ce soit juste pour enlever celui-là pour mettre un autre. Je crois que c'est extrêmement important. J'apprécie ce qui se fait sous réserve d'avoir des clarifications qui mettent vraiment les gens vis-à-vis de leurs responsabilités. Je ne suis pas pour l'impunité. Je ne suis pas pour l'impunité, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Quand quelqu'un pose un acte qui est en infraction avec la loi, il doit en assumer la rigueur et toute la rigueur. Alors oui, et donc on a fait cette incursion pour les questions, n'est-ce pas, de bonne gouvernance. Et pour revenir maintenant à la politique politicienne, il y a... Je ne souhaite pas en faire la politique politicienne. Il y a ce constat ou cette impression que les gens ont. Quand au début je vous demandais qu'est-ce que vous faisiez de façon concrète, vous avez décliné certaines activités depuis 2001, mais ce que les Ivoiriens retiennent d'une façon générale, c'est qu'on ne voit KKS qu'aux élections présidentielles. Oui. On ne vous voit après ça, c'est comme s'il y a une sorte de silence radio, et puis bon, quand il y aura une élection peut-être pour laquelle vous estimez qu'il faut y aller, on va vous revoir. On arrive, c'est ça. On se demande qu'est-ce que ce type il veut finalement. Mais vous savez, ce propos que je vous tiens, ce discours que je vous tiens, est-ce que vous croyez que ça passe sur tous les canaux? Est-ce que ça passe à la RTI par exemple? Ça devrait passer. Bon, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça passe sur des médias proches du pouvoir? Parce que moi, je ne vais pas faire l'éloge de ceux qui sont au pouvoir. Moi, je dis la vérité. Et pourtant, je suis l'un ou peut-être le seul acteur politique qui n'a jamais invectivé un autre acteur politique. Je pense que c'est la volonté du président de la République, soit dit en passant. Si Radio de la Paix, qui est né sur les centres d'ONUCI FM, existe aujourd'hui, c'est par la volonté du président Ouattara, qui avait estimé qu'en son temps, ONUCI FM faisait un travail, donnait la parole à tout le monde, et il a souhaité que ça continue. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en droite ligne de la volonté du président de permettre à tous les Ivoiriens de s'exprimer. Voilà. Eh bien, je salue donc cette décision du président de la République. Et c'est pour ça que je suis là. Je souhaite qu'il en fasse autant pour les médias publics, pour que nous puissions... Parce que moi, je ne fais qu'exposer... Ce n'est pas lui qui demande aux médias publics de ne pas vous ouvrir leurs canaux. Oui, S'il a permis que des Ivoiriens, puisque Radio de la Paix, c'est des Ivoiriens qui le font, donc les autres Ivoiriens pourraient le faire, devraient pouvoir le faire. Je souhaite donc qu'il y ait des Broukona Bertin à la RTI et autres pour m'appeler, pour que je puisse exposer ma vision de la réconciliation. Vous m'avez appelé pour la réconciliation nationale, je suis venu avec empressement, parce que je sais que j'ai une recette. Je sais que je suis dépositaire d'une recette pour la réconciliation nationale. Ce n'est pas trop prétentieux? Ce n'est pas prétentieux. Je suis dépositaire d'une recette. Sinon, je ne serais pas là. Quand quelqu'un est malade, pour parler revenir un peu à nos us et coutumes, quand quelqu'un est malade, celui qui connaît le médicament, s'il ne se présente pas pour dire « je connais le médicament », il est un criminel.
N'est-ce pas? Donc, quand je dis que j'ai la recette pour la réconciliation nationale, je ne suis pas prétentieux. Je l'ai dit sur les antennes de la télévision nationale en 2010, devant votre confrère Brouaka Pascal. Je l'ai répété en 2015. Eh bien, pourquoi on ne se décide pas un jour à dire, mais attends, mettons-le à l'épreuve pour qu'on voit quelle est cette recette. Donc, avec ce que vous dites, c'est que la télévision nationale ne vous est pas fermée, la RTI ne vous est pas fermée. Oui, mais vous avez posé une question, j'essayais de répondre. Parce que ceux qu'on trouve régulièrement, c'est ceux qui sont capables, quand ils mènent des activités qui sont couvertes, n'est-ce pas? Oui. Quand ils se déplacent là, la RTI est là. Ainsi, vous voyez qu'ils sont sur le terrain. Moi, vous ne me voyez pas parce que mes activités ne sont pas couvertes. C'est à là que je voulais vous amener. Vous en faites la demande en bonne et due forme? Oui, mes conférences tout le temps, mes voyages, je fais toujours, on vient même, on vous filme, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que vous ne dites pas ce qu'ils veulent entendre. Et ils craignent de pouvoir faire passer un élément que l'autorité ne va pas apprécier. Moi, je ne veux pas faire justement de la politique politicienne. Je veux dire à la Côte d'Ivoire, à mes concitoyens, comment on sort de ce bourbier, comment on sort de la crise, de la confrontation fratricide qui depuis 30 ans déchire la nation. La réconciliation nationale est incontournable. Et cette réconciliation nationale, si vous me posez la question comment on y arrive, on ne peut y arriver que quand on s'assoit ensemble pour identifier les causes de cette situation, pour identifier les thématiques qui nous ont divisés ces 30 dernières années. C'est plus d'un quart de siècle. Cette assise, aujourd'hui, est incontournable. C'est pour ça que le terme dialogue national, que j'ai encore proposé dans ce document de 2001, n'est pas un effet de mode ou de style. Le dialogue national. On me dit, oui, le président Gbagbo rencontre le président Ouattara. C'est fabuleux. J'en ai appelé de tous mes voeux. Que le président Gbagbo aille rencontrer le président Bédié, c'est extraordinaire. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça, c'est le dialogue politique. Il faut faire la différence entre le dialogue politique, qui veut que des hommes politiques, des acteurs politiques se retrouvent régulièrement pour échanger, et le dialogue national qui concerne tous les citoyens du pays. Croire qu'il suffit que M. Gbagbo, M. Bédié et M. Alassane se retrouvent pour qu'il y ait la paix, c'est être naïf et c'est être incorrigible. Puisque ces rencontres, vous voyez, j'ai applaudi des 10 mai la dernière fois quand le président Gbagbo est allé voir le président Alassane Ouattara. Je profite de votre plateau pour saluer l'humilité du président Gbagbo et l'amitié, la fraternité du président Alassane Ouattara, comme la fraternité du président Henri Konan Bédié. Ce sont de belles images, des images de fraternité, de concorde, n'est-ce pas? Comme les Ivoiriens aimeraient bien ne jamais cesser d'en voir. Mais M. Broukouna Bertin, ces rencontres, ces images, on en a déjà vu. Souvenez-vous, en septembre 1988, vous le savez, le président Houphouët-Boigny, recevant l'opposant téméraire, pour utiliser son propre terme, mais en tout cas l'irréductible opposant d'alors, Laurent Gbagbo, le président Houphouët-Boigny, le recevant à sa résidence à Yamoussoukro. Il appelait déjà jeune frère à cette époque. Il disait, l'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Et il expliquait pour dire, l'oiseau, c'est notre jeune frère, Laurent Gbagbo. Et l'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Pour dire que la place de tout Ivoirien, c'est dans son pays, c'est en Côte d'Ivoire. Mais on a eu cette belle image. Souvenez-vous la rencontre des 4 grands en janvier 2002 à Yamoussoukro. Bras dessous, bras dessous. On était tout heureux. On a vu cette image. Souvenez-vous la flamme de la paix à Bouaké. Le président Laurent Gbagbo, le chef rebelle d'alors, Soro Guillaume, et tous les chefs d'État de la sous-région. Souvenez-vous même, tout près de nous en 2010, avant les élections, les rencontres entre le président Gbagbo et les présidents Ouattara et Bédié, tout cela a conduit à quoi? Si vous prenez chaque rencontre que je viens d'évoquer, vous verrez qu'à la suite, les fruits n'ont pas honoré la promesse des fleurs. Donc les rencontres bilatérales entre grands leaders ne suffisent pas pour la réconciliation nationale. Il faut le dialogue national inclusif, c'est-à-dire une assise où toutes les forces vives de la nation s'asseyent. On s'assoit, on fait une sorte de catharsis. Nous avons besoin de cette catharsis. Et les leaders politiques, s'ils ne comprennent pas cette vérité, si le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo
n'en viennent pas au constat que nous devons aller au-delà de leurs rencontres bilatérales et tripartites, c'est qu'ils n'ont pas compris le sens de la réconciliation. Kona Kwadio Siméon, KKS, président de Initiative pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que nous allons terminer. Merci d'avoir effectué le déplacement dans nos studios. Merci, Brokona Bertin. La grande interview pour aujourd'hui s'est terminée. Technique Antoine Kwasi. Bonne journée à tous. Brokona Bertin. Vous venez de suivre la grande interview. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.